S&P 500, les deux clés décisives pour sa tendance de fond en 2026. Et sur le plan technique, sommes-nous, l'indice est-il condamné à revenir tester les 6200 points avant éventuellement d'aller plus haut? Point complet de fin d'année sur le S&P 500. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Chers amis, ravi de vous retrouver pour ce qui est ma dernière vidéo de l'année bien sûr. Donc nous nous retrouvons au tout début de l'année 2026, c'est pourquoi j'ai voulu faire ici un dernier point sur le S&P 500. Vous allez voir, restez jusqu'au bout, j'ai plein de graphiques intéressants à vous partager à la fois sur le plan technique et sur le plan fondamental, sur le plan du positionnement institutionnel. Je vais même vous montrer une synthèse des objectifs de cours des banques, des grandes banques internationales pour le S&P 500 en 2026, et autant vous dire qu'elles restent enfermées dans l'optimisme. En même temps, bon, ont-elles le choix? Peuvent-elles vraiment se positionner de manière différente alors qu'elles ont des clients, des investisseurs? Imaginez si elles se mettaient à faire des prévisions baissières. Bon, mais tout de même, certaines se lâchent. Et eu égard, vous le savez, à la valorisation atteinte par le S&P 500. Alors, valorisation, attention, qui n'est pas sur son record, qui est proche de son record. Ça dépend quel baromètre de valorisation nous regardons. Je vais à nouveau en passer en revue certains avec vous. Oui, si on fait la synthèse globale, bien sûr que le marché est très cher, mais vous le savez que cette valorisation est concentrée sur la tech et qu'un certain nombre de secteurs ne sont pas en survalorisation. Bon, tout sujet de la bulle ou babule, je l'ai déjà évoqué, mais donc deux clés décisives pour cette année 2026. Pardonnez-moi, j'ai la lumière en plein les yeux. Bon, alors, oui, donc c'est la dernière fois qu'on se retrouve cette année. Ensuite, pause et revenir début d'année 2026 avec l'esprit clair, après un grand reset rationnel pour reposer toutes les choses. Donc bien sûr, je vous souhaite un joyeux Noël, de joyeuses fêtes de fin d'année, un bon réveillon du 31, et on se retrouve donc en forme début janvier. Mais avant cela, S&P 500, deux clés décisives pour l'année 2026. Alors oui, des facteurs fondamentaux, il y en a une quantité. J'estime avoir isolé dans cette vidéo les deux plus importants. Ceux qui feront le mouvement dominant du S&P 500 l'année prochaine. Bon, tout le monde se pose la question, faut-il prendre ses profits? Le marché est tout en haut, très cher sur le plan de la valorisation, en surachat sur le plan technique. Jamais le S&P 500 n'a été aussi haut. Cela fait très longtemps qu'il n'a pas imprimé une correction. La dernière connue et celle de mars-avril dernier, rappelez-vous, la correction de la guerre commerciale des tarifs réciproques, tarifs douaniers réciproques, où d'ailleurs le S&P 500 avait fait un retour sur son ancien record, le niveau des 4008-5000 points, vraiment extrêmement propre sur le plan technique, avant de repartir. Alors, si vous voulez, lorsque je vois par exemple, je vous donne déjà des éléments, la Deutsche Bank, une grande banque, la Deutsche Bank, grande banque allemande, européenne et même mondiale, bon, qui, elle, selon donc ces analystes, alors ce sont des analystes sell-side, selon ces analystes, eh bien, S&P 500 ira à 8000 points d'ici la fin de l'année 2026. 8000 points. Alors, bien sûr, il donne un objectif de cours, mais il ne donne pas le rythme de marché. Qu'est-ce que c'est le rythme de marché? Moi, c'est ce que je vais essayer de faire. Le rythme de marché, c'est le chemin, la façon dont l'on tend vers un point. C'est-à-dire que vous pouvez très bien viser 8000 points sur le S&P 500. Ça, c'est la cible. Le rythme de marché, c'est la manière dont nous nous rendons à la cible. C'est-à-dire que S&P 500 à 7000 points, cible à 8000. Est-ce qu'on y va en ligne droite? Est-ce qu'on y va de manière erratique? Ou est-ce que d'abord on corrige 15-20% de correction avant de repartir? Oui, ça, ils ne le disent jamais, ça. Ils ne le disent pas. Ah non, ce sera trop facile. Donc, mais vous allez voir, hein, on ne trouve pas de banque, en tout cas celles qui ont communiqué, et je vais vous montrer, ce sont la majeure partie d'entre elles, qui communiquent sur des cibles baissières. Aucune. Bon. Prennent un risque,
tout de même, hein, ils prennent un risque. Ne serait-ce que s'il y avait un dégonflement de valorisation, imaginez une réserve fédérale qui ne touche pas ses taux d'intérêt sur l'ensemble de l'année 2026, seconde vague, un rebond de l'inflation, ou bien un choc systémique dans le secteur de l'IA. Non mais tous ces investissements qui ont été faits, qui pour l'instant font pas ou peu de chiffre d'affaires, bon, ouais, tout est possible. En tout cas, aucune ne s'enferme dans un scénario pessimiste, et même pas finalement un scénario de relative neutralité. Donc, dans cette dernière édition du Top Gun de l'année 2025, et j'espère que cette émission vous a plu, eh bien, première partie, le rythme de marché. Je commence par un point technique. Alors, vous allez voir, ce n'est pas qu'un point graphique, je vais vous montrer le positionnement institutionnel, le pourcentage de cash chez les gérants. Écoutez-moi bien. Le pourcentage de cash chez les gérants est au plus bas historique. En général, les fins de bear market, c'est lorsque le pourcentage de cash revient tout en haut, sur sa borne haute. Et donc, le cash, ce pourcentage de cash ensuite peut se déverser sur les actifs risqués. Là, le pourcentage de cash est tout en bas. En général, cette poche de cash finit par rebondir. Ça peut se traduire par une correction du marché action. Et donc, question que je pose, première partie, une correction de 15% du S&P 500 est-elle tôt ou tard inévitable? Graphiquement, vous allez voir qu'il y a la place. Mais si elle intervient, moi je vous dis opportunité. Attention, ça ne se fait pas en 2 jours. Ça peut durer quelques semaines. Mais je vous dis opportunité. Si le S&P 500 refait le même schéma graphique que mars-avril dernier, correction de quelques semaines, baisse de 15-20%, je vous dis achat. Car je ne crois pas à une correction de 50%. Mais oui, il y a la place pour du 20%. On va regarder ça graphiquement. Ensuite, les deuxième et troisième parties. Bon, le titre de la vidéo, les 2 clés décisives pour l'année 2026. Il faut toujours faire attention aux adjectifs qu'on utilise, et quand j'utilise l'adjectif décisif, qu'à une époque j'ai trop utilisé, que j'utilise moins justement pour leur donner sa valeur. C'est-à-dire que là, j'estime avoir identifié vraiment les 2 clés qui comptent. Imaginons, je me mets dans la peau de l'équipe sell-side de la Deutsche Bank, mais même Morgan Stanley, ils visent 8000 points. Donc, je me mets à leur place. Parce que, bon, en général, les prévisions annuelles, à partir du 10 janvier, tout le monde s'en fiche. Je vous l'accorde. Mais quand même, à un moment ou à un autre, bon, ils ont une réputation, ils ont un honneur. Pour que leur honneur soit sauf l'année prochaine, ils ont besoin de 2 clés. Ces 2 clés, je vais vous les donner. Et vous allez les découvrir dans cette vidéo, et je ne vous les donnerai pas dans l'introduction. Bon, si c'est que ça qui vous intéresse, vous avez la barre de temps, tout est chapitré, vous pouvez y aller directement. Ensuite, 4e partie, je vais vous parler du Russell 2000, parce qu'il se passe quelque chose sur le plan technique. Ça peut être un piège technique, on verra, on sera vite fixé, mais le Russell 2000, les small cap US essayent de faire quelque chose. C'est vrai que c'est en lien aussi avec la fin du QT de la Fed, avec l'engagement d'un QE technique par intermittence. Alors, QE technique par intermittence, je vous renvoie vers mon dernier Top Gun. Le Russell est à suivre, et d'ailleurs, vous allez voir, ça fera écho à une des 2 clés décisives pour l'année 2026. Et enfin, dernière partie, donc nous sommes après tous les fondamentaux importants, après le NFP, etc. Qu'en est-il de la probabilité de l'action de la Réserve fédérale des États-Unis lors de sa première décision de politique monétaire de l'année, qui aura lieu fin janvier, je crois le 28 janvier 2026. Beaucoup de choses changent, et même les probabilités en termes de prochain patron de la Fed évoluent. Kevin Hassett n'est plus forcément, il domine, mais moins qu'avant, vous allez voir, les choses bougent. Le NFP n'a pas vraiment changé les choses. Mais bon, on se refait un point donc sur la Fed pour ce qui sera sa première décision de politique monétaire de l'année. Chers amis, bienvenue à la dernière édition de l'année du Top Gun. S&P 500, les 2 clés décisives de l'année 2026 que vous allez bientôt découvrir si vous avez maintenu le suspense. Le programme s'affiche sous vos yeux et donc les 2 clés apparaissent. Clé fondamentale numéro 1, un niveau élevé de croissance des profits. Et autant vous dire que les analystes financiers envisagent une croissance du bénéfice par action des BPA global pour le S&P 500 à 2 chiffres encore pendant 2-3 ans. Un optimisme exacerbé alors que pourtant le niveau de la croissance économique est en baisse par rapport aux 3 dernières années. C'est une divergence, c'est ce que vous allez voir. Mais là, pour le coup, il n'y a pas le droit à l'erreur.
d'autant plus que le marché est déjà cher d'un point de vue de la valorisation. La deuxième clé, bien sûr, c'est la liquidité monétaire US. Elle doit être en expansion. Pour servir des objectifs de cours que vous proposent, pas moi, que vous proposent les analystes sell-side d'un certain nombre de banques internationales, c'est ce qu'on va regarder dans un instant, ces deux clés doivent être réunies. Bien sûr, j'arrive avec plein d'illustrations, des graphiques qui sont intéressants. Le plan, sinon, je vous l'ai donné, donc c'est parti, nous attaquons sans plus attendre cette dernière édition de l'année du Top Gun. J'espère que tous vos cadeaux de Noël sont faits. Moi, cette année, j'ai 2 Noëls. Le réveillon du 31, bref, bon, comme d'habitude. Alors moi, dans ma famille, nous ne faisons plus de cadeaux. Nous sommes quatre enfants, les parents divorcés, les belles familles, etc. Donc, voilà, cadeau pour les enfants, point final. S&P 500, faut-il d'abord passer par la case 6200 points avant d'aller plus haut? Pour aller plus haut, à l'image de la chute de 20% de mars-avril dernier. Et donc, pour cette partie technique, j'ai plein de choses à vous montrer. Les graphiques, nous y arrivons, mais d'abord 2 graphiques, 2 données fondamentales. La première est donc sous vos yeux. Oui, les analystes financiers, sell-side, sont optimistes. Alors, pas qu'à moitié. Vous avez sous les yeux les anticipations pour la Deutsche Bank, Morgan Stanley, l'UBS, JP Morgan, BNP Paribas, la Barclays, la SG et la Bank of America. Et vous constatez comme moi qu'il n'y a pas de courbe baissière. Alors, non seulement il n'y a pas d'objectif baissier, alors c'est très rare. Mais en même temps, lorsqu'on est en haut d'un bull market, on peut avoir une approche plus neutre, peut-être. Là, constatez qu'aucune d'entre elles n'envisage que le S&P 500 reste, par exemple, flat autour des 7000 points. Aucune. Elle vous donne ici une trajectoire. Cette trajectoire, c'est le jeu habituel des prévisions pour l'année qui arrive. En général, ces prévisions, d'ailleurs, nous-mêmes chez Swissquote, avec Thomas, nous allons vous proposer nos prévisions. Nous avons tout enregistré pour 2026, ça arrive. Mais en général, à partir du 10 janvier, du 15, tout le monde s'en fiche. Et puis, on oublie. Mais tout de même, voilà le chemin que vous proposent de suivre les banques. C'est pas moi, encore une fois. Ce sont des gens sérieux. Alors, on va jouer le jeu. Mais moi, je vais être plus précis. C'est-à-dire qu'on peut avoir une cible, et ensuite, il y a la façon d'aller à la cible. C'est ce que j'appelle le rythme de marché. Et la question que je pose, c'est le S&P 500 doit-il d'abord repasser par la case 6200 points? Le S&P 500, nous l'oublions presque. Mais cette année a quand même eu un choc. L'année avait commencé ici, et je vous rappelle que l'année 2025 a commencé par le choc boursier de la crise dite de la guerre commerciale, des tarifs douaniers réciproques, avec un retour marqué du S&P 500 au contact ici de son ancien record. D'ailleurs, le pullback a été parfait. C'était d'ailleurs le record à l'époque déjà de décembre 2021. Le mouvement de retour a été parfait. Le marché est revenu chercher un bas de canal. Graphiquement, c'était l'opportunité. Et c'est dans ces moments-là en fait qu'on se positionne et qu'on est à l'aise de se positionner. La question maintenant, je veux bien que chacun puisse proposer des objectifs de cours à 8000 points, etc. Mais la question que je pose, c'est techniquement, il y a la place. Sur les graphiques, le marché n'aime pas le vide. Là, il y avait un vide à combler. Le vide, le retest, simplement, le fait de revenir à l'ancien record. Le marché est venu combler le vide, on est reparti. Là où se situe le vide est ici. L'ancien record, d'ailleurs, le sommet de décembre 2024, et imaginons que la Deutsche Bank et Morgan Stanley aient raison, que la cible soit pour 2026, 8000 points. C'est ici. 8000 points, c'est ici. Mais il y a la façon d'y aller. Est-ce que d'abord on repasse par la case 6200 points, revenir tester l'ancien record, faire une correction qui somme toute ne représente qu'à peine 15% de baisse, revenir ici, c'est pas un crack boursier, revenir ici n'est pas un crack de 50%, revenir simplement tester
le niveau des 6200 points n'a rien à voir avec les moins 50% de 2002-2003 ou les moins 58% de 2008-2009. Il s'agirait d'un simple pullback, d'un mouvement de retour, comme le marché d'ailleurs a fait en mars-avril dernier. Donc ça, c'est le rythme de marché. Alors, est-ce que ce scénario est possible, probable? Oui, il est possible. Oui, il est probable. Pour ça, il faut donner le signal. Alors, deuxième graphique que je tiens à vous montrer, c'est celui-là. Ça vient de sortir. Ça nous vient donc de la dernière Global Fund Manager Survey de la Bank of America. Et là, pour le coup, il faut être prudent. Jamais chez les gérants, écoutez-moi bien, jamais chez les gérants institutionnels, le pourcentage de cash n'a été aussi bas. Il est ici, sous vos yeux. En rouge, ici, sont entourées toutes les fins de bear market. C'est logique. En bear market, lorsque le bear market se termine, pendant le bear market, le pourcentage de cash est remonté, et puis on stabilise pour des raisons fondamentales, et le cash revient sur les actions. Et par contre, en général, les sommets de marché se font quand le pourcentage de cash est au plus bas. Et ce pourcentage de cash qui est au plus bas, le réservoir est tout en bas, il ne peut que se remplir. Et si le pourcentage de cash se remplit à nouveau, c'est qu'en face, ce sont des actions, des obligations qui sont vendues. Là, c'est quand même un gros signal d'alerte. C'est un gros signal d'alerte. Jamais depuis que cette étude est faite, le pourcentage de cash n'a été aussi bas. Donc pour ça, il faut être très prudent. Ensuite, encore une fois, c'est pareil, il faut donner le signal d'un retour à 6002 pour l'instant. En tout cas, quand j'enregistre la vidéo, le signal n'est pas donné. Je vous ai à plusieurs reprises, ça fait des semaines, je vous dis, intéressez-vous au nuage journalier du système Ichimoku. On voit ici très bien qu'il avait fait support et que lorsqu'on l'a brisé, il y a eu le mouvement de retour de la guerre commerciale et le retour à l'ancien sommet. Ce sera la même chose. Si on le casse, on reviendra tester ça, puis ça repartira ensuite. Donc, c'est ça qu'il faut surveiller. Donc oui, ça nous pend au nez. Attention, ce n'est pas parce que le marché reviendra à 6002 qu'on ne fera pas les 8000 points de la Deutsche Bank et de Morgan Stanley en 2026. C'est bien ça qu'il faut bien comprendre. Parce que je vois déjà les articles de presse tomber. Le S&P 500 revient un jour à 6002. Toutes les banques se sont trompées, mais elles ont une trajectoire. C'est ça qu'elles disent jamais. Ok, 7500, 8000 points. Mais, si la cible est faite en octobre 2026, elles vous diront, ah bah regardez, c'est fait. Même si entre-temps, on est passé par là. Jamais elles ne s'engagent sur un rythme de marché. Jamais. Moi, c'est ce que je vais essayer de faire. Donc pour l'instant, on ne casse pas le support. Mais si on casse ce nuage, si on casse tous ces supports dynamiques, effectivement, là, il y aura ce mouvement-là. Et par contre, revenir ici, pour moi, ça reste une opportunité. Donc attention quand même à ce pourcentage de cash chez les gérants. Après, il ne faut pas anticiper. Tant que le support tient, c'est bullish, d'accord? Je suis quand même assez méfiant. Hein. Je vois le réservoir des acheteurs se remplir ici sur le pourcentage AAI, l'enquête AAI. Attention, donc c'était quelque chose qui manquait. Et là, c'est vrai qu'il y a de moins en moins de vendeurs. Donc là, il faut être prudent lorsqu'on voit ce type de données. Attention aussi à l'aspect quantitatif. Il y a un rebond du pourcentage d'actions au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours, même si ce n'est pas non plus en zone extrême. Mais tout ça pour dire que, effectivement, quand bien même les banques sont hyper optimistes, il ne faut pas écarter un scénario en amont de retour à 6002. Je ne sais pas si ça va avoir lieu maintenant ou plus tard, mais dans tous les cas, revenir ici, il faut se frotter les mains. Parce que derrière, pour moi, c'est une opportunité. En première intention, au premier test, si le S&P 500 revient là, eh bien, c'est le moment à ce moment-là de revenir justement ces fameux méga caps de la tech qui proposeront donc des prix beaucoup plus intéressants. Alors, venons-en quand même aux fameuses deux clés. Première clé, jouons le jeu de ces banques qui vous disent que le S&P 500 ira très haut. Entre 7003 et 8000 points. Possible. D'ailleurs, si on doit aller chercher vraiment les records de valorisation en fonction de certains critères comme le PE Schiller ou le PE Forward, c'est possible. Mais ça ne répond pas à la question de savoir donc s'il y a d'abord ce drop. Clé fondamentale numéro 1, un niveau élevé de croissance des bénéfices. Pourquoi ? Parce que le S&P 500 est effectivement cher en termes de valorisation. Alors attention, il est cher, par contre on peut lire ci et là qu'il est à son record, c'est faux. Il n'est pas loin de son record. C'est ce que je vais vous montrer.
La valorisation est excessive, certes, mais cette valorisation excessive est concentrée sur les secteurs de la tech, communication et consommation cyclique. D'ailleurs, vous allez voir que le S&P 500 équipondéré est très loin de son record en termes de valorisation. Malgré tout, pour envisager atteindre ces cibles que proposent les grandes banques, voilà ce qu'il faut faire. Vous avez ici ce graphique qui nous vient de Valcan, FactSet et Valcan, qui montre ici en noir les anticipations de croissance des bénéfices par action des entreprises du S&P 500 à horizon 2027. Regardez les anticipations. Alors que globalement, la croissance du PIB anticipée est en baisse par rapport aux 3 dernières années, regardez la divergence avec la courbe des anticipations de croissance des profits qui est massive. Tout ça ne repose que sur la tech et l'IA. Donc, si ça ne délivre pas sur la tech et l'IA, c'est-à-dire le retour à 6002 est garanti. Donc ça, c'est la première chose. Après, le S&P 500 a déjà été plus cher. Alors, lorsqu'on fait la synthèse de toutes les méthodes de valo, on est sur un record. Mais en réalité, le marché ne regarde que certains. Et notamment le PE de Shiller. Le price earning de Shiller au cap ratio n'est pas à son record absolu qui est celui de 2000-2001. Donc si nous devions aller chercher ce record, effectivement on pourrait avoir S&P 500 quelque part entre les 7000 et les 7500 points. Là, il faudra quand même se poser la question si on arrive ici. Bon, continuons justement ce point valo. Si vous regardez par exemple le PE forward du S&P 500, donc le prix du S&P 500 par rapport aux bénéfices anticipés des 12 prochains mois, qui là aussi sont déjà très optimistes, attention, nous ne sommes pas encore au record qui date de 2020-2021. Mais nous n'en sommes pas loin. Donc le marché a déjà été plus cher selon le cap ratio, selon le PE forward, et le marché a déjà été plus cher largement selon le PE classique. Nous sommes très loin du record de 2020-2021. Donc, bon, ces cibles que proposent les banques peuvent effectivement permettre de rejoindre ce record de valorisation. Alors, bien sûr, en amont, un retour par les 6000, 6200 points peut être une possibilité. Mais dans tous les cas, si derrière, il faut que ça rebondisse, et derrière, après le rebond, quelque part en 2026, aller chercher plus haut, c'est-à-dire entre 7 et 8000, 8000, ça me paraît quand même... Bon. Ça ne se fera pas sans ça. Ça ne se fera pas sans ça. Très bien représenté ici par ce magnifique graphique de Valcan. Ça ne se fera pas sans une croissance des BPA à 2 chiffres. Alors que le PIB, lui, est sous pression. Ça, c'est la première clé fondamentale. La deuxième clé fondamentale. Il y a un problème majeur. Ce problème majeur, il est celui des taux obligataires. Je ne vous apprends rien en vous rappelant le problème de la dette. Je ne vous apprends rien en vous rappelant le problème de la dette publique, de la dette des entreprises, de l'endettement global, de la charge de la dette, du déficit budgétaire. Depuis maintenant 2 ans, les taux longs ne baissent pas. Les taux longs ne baissent pas, ils se maintiennent à un niveau élevé. La situation est problématique, notamment donc pour le coût de la dette et la capacité des entreprises à s'endetter sur le moyen long terme. Comment, dans ces conditions, envisager que le S&P 500 équipondéré aille plus haut? Comment envisager que les small et les mid cap aillent plus haut? Je ne vois qu'une seule condition. La deuxième clé, c'est, je ne parlerai pas d'écrasement des taux obligataires de long terme, mais c'est une baisse des taux obligataires de long terme. Il faut une liquidité monétaire US en expansion. Je ne vois pas comment le S&P 500 pourrait aller chercher quelque chose entre 7500 et 8000 points sans avoir la croissance de ces BPA à 2 chiffres, essentiellement permis par la tech, et sans avoir une liquidité monétaire US en expansion. Cette liquidité monétaire US en expansion permettrait d'agir à la baisse sur les taux obligataires, ne serait-ce que ramener le 10 ans américain à 3,25, 3,30. Ramener les taux longs dans cette zone.
ça me semble nécessaire, impératif, obligatoire pour obtenir ces cibles que proposent les banques. Alors, je voulais vous présenter ici donc alors déjà premier élément que je vous rappelle, c'est donc depuis le lundi 1er décembre, le programme de quantitative tightening de la Fed est terminé. J'ai traité le sujet à plusieurs reprises. Simplement, vous savez donc que la Fed a engagé maintenant un QE technique par intermittence, un programme d'achat de T-bills, d'obligations court terme. Alors est-ce que derrière, ça va se transformer en achat d'obligations longues, etc. Nous verrons bien. Il faut bien comprendre une chose. Ce programme, alors déjà, le bilan de la Fed ne baissera plus. D'ailleurs, regardez la courbe ici en bleu. La courbe en bleu. Donc ici, vous avez le S&P 500, Bitcoin pour le risque, le S&P 500, et là, la liquidité net US, elle s'est stabilisée. Regardez, la liquidité net US s'est stabilisée sur son bottom de 2022. Ça n'ira pas plus bas désormais, puisque le bilan de la Fed ne baissera plus, voire même va légèrement remonter. Mais si vous voulez, pour justifier un S&P 500 capable d'aller plus haut, non seulement il faut cette croissance des BPA, mais il faut un rebond de la liquidité monétaire US. Il faut une réexpansion du bilan de la Fed, il faut des baisses additionnelles du taux d'intérêt des fonds fédéraux et des taux longs qui ne montent plus. Et pour que les taux longs ne montent plus, arrêt du QT, ce n'est pas suffisant. QE technique non plus. Vous avez ici un histogramme que j'ai eu donc l'idée de représenter, qui vous montre l'impact sur le bilan de la Fed, sur les taux courts et sur les taux longs, des différentes évolutions possibles du bilan de la Fed. Et il faut bien avoir quelque chose en tête. Oui, le QE technique produit des effets sur les taux courts. Clairement, mais ça c'est pour assurer la liquidité du marché. Pour ce qui est des entreprises, pour ce qui est du S&P 500, c'est la partie longue de la courbe des taux d'intérêt qui compte. Les obligations à duration longue, la dette de long terme. C'est elle qui coûte, c'est elle qui permet d'investir. L'arrêt du QT, aucun impact sur les taux longs. Aucun impact sur les taux longs. En réalité, les taux longs, la seule évolution du bilan de la Fed qui compte, c'est une forte expansion du bilan de la Fed. C'est l'achat d'obligations à duration longue. Bref, c'est un QE classique. Alors, suis-je en train de dire que pour envisager d'avoir, quelque part d'ici la fin de l'année 2026, un S&P qui irait chercher entre 7500 et 8000 points, est-ce qu'un QE est nécessaire, obligatoire? Oh, attention, je ne parle pas d'un programme de quantitative easing de type de la crise sanitaire. Mais je pense que oui. Au moins un mini-programme de quantitative easing. Il n'y a aucune raison que les taux longs baissent, eu égard à l'endettement public et à la trajectoire du déficit budgétaire. Aucune. La seule façon pour que les taux longs baissent, c'est l'action des banques centrales. Et la seule action des banques centrales qui fait baisser les taux longs, et c'est ce que je vous montre cette infographie, c'est le QE classique. Donc oui, ce sont pour moi les deux clés. Au moins un mini-programme de quantitative easing, et puis donc des BPA qui tiennent leurs promesses. Et là, pour le coup, c'est loin d'être gagné. Les choses vont peut-être bien se passer, mais ce sont pour moi les deux clés fondamentales. Alors, Russell 2000, un signal technique de continuation haussière, c'est une question que je pose. Attention, il peut s'agir d'un piège, mais lorsque vous regardez donc le Russell 2000, eh bien effectivement, vous avez, je vais vous montrer ça, lorsque vous regardez le Russell 2000, vous avez donc un signal potentiel. Vous avez ce graphique de long terme, là, 15 ans d'historique du Russell 2000, et regardez, lorsqu'on dépassait l'ancien record, dépassement de l'ancien record, phase haussière, dépassement de l'ancien record, phase haussière, dépassement de l'ancien record, phase haussière. Nous serions en train de tenter de dépasser la zone des 2350, 2460, avec potentiellement une phase haussière. C'est à confirmer, il peut s'agir d'un piège comme ici, en novembre 2021, mais tant que le Russell 2000 arrive à se maintenir
au-dessus de la bande des 2360-2460 points, pourrions envisager ici un signal fiable, qui serait donc un signal de poursuite de la tendance haussière des small caps. Alors, l'amélioration de la fin du QT, le QE technique par intermittence, le marché se projette probablement sur l'amélioration des conditions monétaires, mais tout ça reste à confirmer. Ça peut être un piège, je suivrai ça. Pour l'instant, il y a une tentative, donc ça me paraissait important ici de vous le souligner. Et nous terminons cette dernière édition du Top Gain de l'année. La Fed peut-elle baisser son taux fin janvier? Autant vous dire que c'est pas gagné. Alors c'est pas gagné, ce n'est pas gagné. Déjà, explosion du taux de chômage aux États-Unis. Alors attention, ce sont les données pendant le shutdown. Ok, mais le taux de chômage aux États-Unis est à 4,6%. Il dépasse donc le seuil qu'a fixé le seuil d'alerte de la Fed, qu'elle fixe pour l'année prochaine. Le taux U6 explose. Là, vous avez vraiment les chômeurs, le travail à temps partiel, ceux qui ont cessé de chercher du travail. Il y a un problème d'emploi aux États-Unis. Il y a un problème d'emploi. Pour autant, cela n'a pas fondamentalement modifié les anticipations du marché concernant la décision de politique monétaire du 28 janvier. Une chance sur 4 d'avoir une baisse de taux. Et c'est globalement le même message de Polymarket. Alors les choses peuvent aller très vite. Et j'en reviens à ce débat-là. Qui sera le prochain patron de la Fed? Qui sera le prochain patron de la Fed? Quand j'enregistre cette vidéo, vous avez ici les probabilités proposées par Polymarket. Kevin Asset, Kevin Warsh. Kevin Asset ou Kevin Warsh. Dans les deux cas de figure, vous avez deux personnes, deux personnalités qui accordent davantage d'importance à l'emploi, à la croissance, qu'à l'inflation, ce qui concerne le cycle à venir des taux d'intérêt. Tout ça sera majeur. Et ce sera un sujet, le fameux Shadow Fed Chair. Le vrai patron de la Fed, celui qui agira dans l'ombre en attendant que Powell quitte son poste en mai. S'il ne le quitte pas avant, verrons. Sera donc quelque chose de décisif et probablement même peut-être prendre plus d'importance que les chiffres macro à partir du mois de janvier. Voilà, chers amis, ainsi s'achève cette dernière édition du Top Gain de l'année. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. J'aurai le plaisir de vous retrouver en janvier 2026. Merci à tous. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.